Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de Au coin du feu et je vous propose de continuer la lecture du livre La cosmogonie d'Urantia avec un chapitre que j'aime particulièrement qui parle de l'Adam et Ève planétaire des fils matériels. Donc, souvenez-vous, sur la planète Urantia, c'est-à-dire notre planète, en fait, il y a un plan qui a été court-circuité, un plan d'évolution avec l'arrivée du prince planétaire, hein. Je vous renvoie aux anciennes vidéos sur la rébellion luciférienne, sur le rôle des princes planétaires. Et là, on va comprendre qu'est-ce que c'est l'Adam et Ève planétaire, qu'est-ce que c'est vraiment selon, bien sûr, la lecture de cet ouvrage. Alors, pour ceux qui cherchent cet ouvrage, La cosmogonie d'Urantia, vous pouvez le trouver sur Amazon. Et donc voilà, je vous fais la lecture de cet ouvrage et je vous donne aussi quelques explications parce que parfois il y a certains termes, notamment pour ceux qui débutent dans la lecture de cet ouvrage, qui sont peut-être un peu parfois compliqués à comprendre. Allez, c'est parti, on commence. Donc, nous en sommes à la page 580, fascicule 51, les Adams planétaires. Durant la dispensation d'un prince planétaire, l'homme primitif atteint la limite du développement évolutionnaire naturel, et cet aboutissement biologique avertit le souverain du système que le moment est venu d'envoyer sur ce monde le deuxième ordre de filiation, les éleveurs biologiques. Ses fils, car il y en a deux, le fils et la fille matérielle, sont généralement appelés Adam et Ève sur une planète. Le fils matériel originel de Satania et Adam, et ceux qui vont sur les mondes du système comme élévateurs biologiques portent toujours le nom de ce premier fils originel de leur ordre unique. Donc en fait, Adam et Ève planétaire, d'une certaine façon, eh bien c'est un titre. Ces fils sont le don matériel du Fils créateur aux mondes habités. Le Fils créateur, c'est le Fils souverain, on va dire, le Père créateur de cet univers local. On l'appelle le Fils créateur. Ils restent sur leur planète d'affectation avec le prince planétaire pendant tout le cours évolutionnaire de cette sphère. Ils ne courent pas de grands risques à cette aventure sur un monde pourvu d'un prince planétaire, mais sur une planète apostate dépourvue de chefs spirituels et privée de communication interplanétaire, leur mission est pleine de dangers graves. Vous ne pouvez espérer tout savoir sur le travail de ses fils dans tous les domaines, dans tous les mondes de Satania et des autres systèmes. Alors, le monde de Satania, en fait, c'est le système dans lequel notre planète Urantia se trouve. Nous avons l'univers local avec son siège, qui s'appelle Nébadon. Nous avons donc le système de Satania qui comporte plus de 600 mondes habités, et dans ce système, il y a notre planète. Voilà. Mais d'autres fascicules décrivent plus complètement la vie et les expériences d'Adam et Ève. Le couple intéressant choisit dans les réserves du corps des élévateurs biologiques de Jérusalem pour rehausser les races d'Urantia. Bien que les plans idéaux pour améliorer vos races indigènes avortèrent, la mission d'Adam ne fut cependant pas accomplie en vain. Urantia a immensément profité du don d'Adam et Ève, et parmi leurs compagnons dans les conseils célestes, leur travail n'est pas considéré comme totalement perdu. L'origine et nature des fils matériels de Dieu. Les fils et filles matériels ou sexués sont la progéniture du Fils créateur, l'esprit mère de l'univers, ne participant pas à la production de ces êtres qui sont destinés à jouer le rôle d'élévateur physique sur les mondes évolutionnaires. En fait, ils sont là pour rehausser la génétique des races d'une planète. L'ordre matériel de filiation n'est pas uniforme dans tout l'univers local. Le Fils créateur ne produit qu'un couple de ces êtres dans chaque système local. Ces couples originels ont des natures diverses harmonisées avec le mode de vie de leurs systèmes respectifs. Cet arrangement est indispensable, autrement le potentiel reproducteur des Adams serait fonctionnellement incompatible avec celui des mortels évoluant sur les mondes d'un système particulier. L'Adam et Ève qui vinrent sur Urantia descendaient du couple originel des fils matériels de Satania.
La taille des fils matériels varie entre 2,50 m et 3 mètres, et leur corps, lui, est de l'éclat d'une lumière rayonnante de teinte violette. Du sang matériel circule dans leur corps matériel, mais ils sont également surchargés d'énergie divine et saturés de lumière céleste. Ces fils matériels, entre parenthèses les Adam, et les fils matériels, entre parenthèses les Èves, sont égaux sous tous les rapports, sauf en ce qui concerne leur nature de reproducteurs et certaines dotations chimiques. Ils sont égaux mais différenciés, mâles et femelles, donc complémentaires, et sont conçus pour accomplir à deux presque toutes leurs missions. Les fils matériels bénéficient d'une double nourriture. Ils sont réellement doubles dans leur nature et leur constitution. Ils consomment de l'énergie matérialisée, presque comme les êtres physiques du royaume, et en même temps leur existence immortelle est pleinement entretenue par l'absorption directe et automatique de certaines énergies cosmiques sustentatrices. Ça fait penser au pranique en fait, hein, à tout ce qui est prana. Les gens qui se nourrissent du prana, très certainement, ils ont du sang adamique en eux. S'ils échouent dans une mission qui leur est confiée, ou si même ils se rebellent consciemment et délibérément, les fils de cet ordre sont isolés, coupés de leur liaison avec la source de lumière et de vie de l'univers. En pratique, ils deviennent alors des êtres matériels destinés à suivre le cours de la vie matérielle sur le monde de leur affectation et obligés d'avoir recours aux magistrats de l'univers pour être jugés. La mort naturelle terminera finalement la carrière planétaire de cette fille ou de ce fils malheureusement peu sage. Un Adam et une Ève originaires directement créés sont immortels par un don naturel comme tous les autres ordres de filiation de l'univers local, mais leurs fils et leurs filles subissent une diminution du potentiel d'immortalité. Ce couple originel ne peut transmettre l'immortalité inconditionnelle aux fils et filles qu'il procrée pour sa continuité de vie. Leur progéniture, cependant, d'un synchronisme intellectuel ininterrompu avec le circuit de gravité mentale de l'esprit. Depuis que le système de Satania existe, 13 Adams planétaires ont été perdus par rébellion ou faute, et 680 204 dans des postes de confiance subordonnés. La plupart de ces défections ont eu lieu à l'époque de la rébellion luciférienne. Pendant qu'ils vivent comme citoyens permanents sur les capitales systémiques et même lorsqu'ils descendent en mission pour opérer sur les planètes évolutionnaires, les fils matériels ne possèdent pas d'ajusteur de pensée, mais c'est par ces services même qu'ils acquièrent la capacité expérientielle pour recevoir un ajusteur et pour entreprendre la carrière d'ascension au paradis. Donc ils ne sont pas dans les circuits évolutionnaires, ils ont déjà leur statut, mais ils ne sont pas des pèlerins du temps et de l'espace qui vont vers la présence du Père universel au cœur de cette création. Ces êtres uniques et merveilleusement utiles sont le chaînon qui relie les mondes physiques au monde spirituel. Ils sont concentrés au siège systémique où ils se reproduisent et continuent à vivre comme citoyens matériels du royaume. Et là, ils sont envoyés vers les mondes évolutionnaires. Contrairement aux autres fils créés qui servent sur les planètes, les fils de l'ordre matériel de filiation ne sont pas, par nature, invisibles aux créatures matérielles, donc ils sont aussi de notre densité, tels que les habitants d'Urantia. Ces fils de Dieu peuvent être vus et compris par les créatures du temps, et à leur tour se mêlent effectivement à elles. Ils pourraient même procréer avec elles, bien que le rôle d'élévation biologique incombe en général à la progéniture des Adams planétaires. Sur Jérusalem, les enfants loyaux d'un Adam et d'une Ève sont immortels, mais les descendants d'un fils ou d'une fille matérielle, procréés après l'arrivée de leurs parents sur une planète évolutionnaire, ne sont pas immunisés de la sorte contre la mort naturelle. Lorsque les parents sont rematérialisés pour devenir des reproducteurs sur un monde évolutionnaire, il se produit un changement dans le mécanisme transmetteur de vie. Les porteurs de vie privent à dessein les Adams et les Èves planétaires du pouvoir d'engendrer des fils et des filles qui ne meurent pas. Un Adam et une Ève en mission planétaire peuvent vivre indéfiniment s'ils ne commettent pas de fautes, mais dans certaines limites, la longévité de leurs enfants décroît à chaque nouvelle génération.
Donc vous pouvez voir, la durée de vie, c'est quelque chose qui est ingénieusement pensé à d'autres niveaux. Ok, deuxième chapitre. Transit des Adams planétaires. Quand il reçoit la nouvelle d'un nouveau monde habité a atteint l'apogée et l'évolution physique, le souverain du système réunit le corps des fils et filles matériels sur la capitale systémique. Les besoins du monde évolutionnaire sont passés en revue, après quoi un couple du groupe des volontaires, un Adam et une Ève, du corps des plus anciens fils matériels, est choisi pour entreprendre l'aventure. Ils se soumettent alors au profond sommeil préparatoire de l'enséraphiquement et au transport entre le foyer de service où ils étaient associés et leur nouveau royaume avec ses nouvelles occasions et ses nouveaux dangers. Les Adam et les Èves sont des créatures semi-matérielles et de ce fait non transportables par des séraphins. Il faut qu'ils subissent une dématérialisation sur la capitale systémique avant de pouvoir être séraphinés puis transportés sur le monde de leur affectation. Les séraphins transporteurs sont capables d'effectuer chez les fils matériels et chez les autres créatures semi-matérielles les changements qui leur permettront d'être enséraphinés et transportés ainsi à travers l'espace d'un monde ou d'un système à un autre. Cette préparation au transport prend environ 3 jours du temps standard et la coopération d'un porteur de vie est nécessaire pour rétablir l'existence normale de la créature dématérialisée lorsqu'elle est arrivée au terme du voyage par transport séraphique. Donc c'est intéressant, hein, pour la livraison de ses fils et filles matériels sur le monde, c'est, on dirait, tout un processus. Bien qu'il existe cette technique de dématérialisation préparatoire au transit des Adams de Jérusalem sur les mondes évolutionnaires, il n'y a pas de méthode équivalente pour les en retirer, à moins de vider toute la planète. Dans ce cas, on établit une installation de secours où l'on emploie la technique de dématérialisation pour toute population à sauver. Si une catastrophe physique devait ruiner la résidence planétaire d'une race en évolution, les Melchizedek et les porteurs de vie emploieraient la technique de dématérialisation pour les survivants de ces êtres, et ces êtres seraient emmenés par transport séraphique sur le nouveau monde préparé pour la continuation de leur existence. C'est très intéressant, hein, ça reprend certaines notions de si un monde est en péril, eh bien ils vont sauver ceux qui peuvent sauver en les dématérialisant et en les emmenant dans un autre monde. C'est très intéressant parce que cette notion elle a été abordée par certains channels qui parlaient justement du fait que s'il y avait des catastrophes planétaires, on pouvait être emmené ailleurs. Donc là, cet ouvrage qui a plus de 100 ans déjà, eh bien, il confirme, il donne une information dans ce sens. Une fois inauguré sur le monde de l'espace, l'évolution d'une race humaine doit se poursuivre tout à fait indépendamment de la survivance physique de sa planète, mais pendant les âges évolutionnaires, aucune disposition n'est envisagée pour qu'un Adam ou une Ève planétaire puissent quitter le monde qu'ils ont choisi. En arrivant à leur destination planétaire, le fils et la fille matérielle sont rematérialisés sous la direction des porteurs de vie. Le processus entier demande 10 à 28 jours du temps d'Urantia. L'inconscience du profond sommeil séraphique persiste pendant toute cette période de reconstruction. Lorsque la reconstitution de leur organisme physique est parachevée, les fils et filles matériels se retrouvent dans leur nouveau foyer, sur leur nouveau monde, pratiquement exactement comme ils étaient avant de se soumettre au processus de dématérialisation sur Jérusalem. Et là, on aborde un troisième chapitre, le troisième et dernier chapitre que je vais lire sur ce chapitre-là. Après, vous savez, dans le livre d'Urantia, il y a aussi, dans l'histoire de la planète, dans le chapitre sur l'histoire d'Urantia et de la planète, eh bien, toute l'histoire d'Adam et Ève, et qu'est-ce qui s'est passé, en fait, sur notre planète. Allez, on continue. Les missions adamiques. Sur les mondes habités, les fils et filles matériels construisent leur propre foyer-jardin, où ils sont bientôt aidés par leurs propres enfants. L'emplacement du jardin a généralement été choisi par le prince planétaire, dont l'état-major corporel contribue beaucoup au travail préliminaire de préparation avec l'aide d'un grand nombre d'individus supérieurs appartenant aux races indigènes. Ces jardins d'Éden ont reçu leur nom en l'honneur d'Edensia, capitale de la constellation, et du fait qu'ils sont modelés selon la splendeur botanique du monde siège des Très-Hauts Pères.
Donc d'une certaine façon, le Jardin d'Éden porte le nom en fait, du siège de notre système de Satania qui s'appelle Edensia apparemment. Ces foyers-jardins sont habituellement situés dans un endroit écarté et dans une zone proche des tropiques. Sur la moyenne des mondes, ce sont des créations merveilleuses. Vous ne pouvez en rien vous rendre compte de ces magnifiques centres de culture par l'histoire fragmentaire du développement apporté d'une telle entreprise sur Urantia. Un Adam et une Ève planétaires représentent en potentiel le don total de la grâce physique aux races mortelles. Le principal rôle du couple importé consiste à se multiplier et à rehausser les enfants du temps, mais il n'y a pas de croisement immédiat entre la population du jardin et celle de la planète. Il n'y a pas de croisement, c'est bien ce que j'ai dit. Pendant de nombreuses générations, Adam et Ève restent biologiquement séparés des mortels évolutionnaires tandis qu'ils bâtissent une forte race de leur ordre. Telle est l'origine de la race violette sur le monde habité. C'est la 6e race. C'est la 6e race de notre planète parce qu'il y en a eu 5 autres avant. Et après, il y a eu plein de métissages entre la race adamique et les différentes races, notamment des races de couleurs. C'est pour ça qu'on a plein de couleurs différentes sur notre planète, sachant que la race orange, il me semble, et la race verte ont disparu. Et la race adamique a été très métissée sur ce monde. Mais bon voilà, ça ils en parlent dans le livre d'Urantia, un moment où ils parlent des différentes races et de l'arrivée d'Adam et Ève et le métissage qui s'est fait par la suite. Ok, je continue. Les plans pour rehausser le niveau de la race sont préparés par le prince planétaire et son état-major et exécutés par Adam et Ève. Et c'est ici que votre fils matériel et sa compagne furent placés dans de très mauvaises conditions lorsqu'ils arrivèrent sur Urantia. Caligasta s'opposa avec ruse et efficacité à la mission adamique. Bien que les administrateurs provisoires Melchizedek d'Urantia eussent dûment averti Adam et Ève des dangers planétaires inhérents à la présence du prince planétaire rebelle. Par un astucieux stratagème, cet archipel l'emporta en tactique sur votre Adam et votre Ève, et les fit tomber dans le piège où ils trahirent leur mission de confiance comme dirigeants visibles de votre monde. Le traître prince planétaire réussit bel et bien à compromettre le couple édénique, mais échoua dans ses efforts pour l'impliquer dans la rébellion luciférienne. Donc il a court-circuité leur mission, il les a fait chuter, mais ils n'ont pas rejoint la rébellion luciférienne. Il a juste fait avorter leur plan en fait. Les anges du 5e ordre, les aides planétaires, sont attachés à la mission adamique et accompagnent toujours les Adams planétaires dans leurs aventures sur les mondes. Leur groupe initial d'affectation en comprennent habituellement à peu près 100 000. Lorsque le travail de l'Adam et de l'Ève d'Urantia fut exécuté prématurément, lorsqu'ils s'écartèrent du plan ordonné, ce fut l'une des voix séraphiques du jardin qui leur reprocha leur conduite répréhensible. Le récit de cet événement illustre bien la manière dont vos traditions planétaires ont tendu à imputer au Seigneur Dieu tout ce qui est surnaturel. En raison de cela, les Urantiens ont souvent été plongés dans la confusion au sujet de la nature du Père universel. Parce que les paroles et les actes de tous ses associés subordonnés lui ont été si généralement attribués. Dans le cas d'Adam et Ève, l'ange du jardin n'était autre que le chef des aides planétaires de service de cette époque. Ce séraphin nommé Solonia proclama l'échec du plan divin et demanda le retour sur Urantia des administrateurs provisoires Melchizedek. Les créatures médianes secondaires apparaissaient au cours des missions adamiques. De même que l'état-major corporel du prince planétaire, les descendants des fils et filles matériels sont de 2 ordres, leurs enfants physiques et les créatures médianes de l'ordre secondaire. Ces ministres planétaires matériels, mais ordinairement invisibles, contribuent beaucoup à faire avancer la civilisation et même à soumettre les minorités insubordonnées qui peuvent chercher la subversion du développement social et du progrès spirituel. Il ne faut pas confondre les médians secondaires avec ceux de l'ordre primaire, qui datent d'une époque voisine de l'arrivée du prince planétaire. Sur Urantia, ces créatures médianes primaires se lancèrent en majorité dans la rébellion avec Caligasta
Ils furent internés lors de la Pentecôte, c'est-à-dire lors ce que le Christ fait à la Pentecôte avant sa crucifixion. Il me semble bien que c'est ça. Beaucoup de membres du groupe, je tourne la page. Attendez, parce que là j'étais en train de voir, parce que le chapitre d'après est aussi très intéressant. Beaucoup de membres du groupe adamique qui ne restèrent pas fidèles à l'administration planétaire sont également internés. Le jour de la Pentecôte, les médians primaires et secondaires loyaux effectuèrent une union volontaire et ont toujours opéré depuis lors comme une unité dans les affaires du monde. Ils servent sous le commandement des médians loyaux choisis alternativement dans les deux groupes. Votre monde a été visité par les représentants de 4 ordres de filiation. Caligasta, le prince planétaire, Adam et Ève, le fils matériel de Dieu, Machiventa Melchizedek, le sage de Salem au temps d'Abraham, et le Christ Michael qui vint comme fils d'effusion du paradis. Combien il eût été efficace et beau que Michael, dirigeant suprême de l'univers de Nébadon, fût accueilli sur votre monde par un prince planétaire loyal et efficace et par un fils matériel dévoué et qui a réussi. Tous deux auraient si bien pu rehausser le travail de la mission du fils d'effusion. Mais tous les mondes n'ont pas été aussi infortunés qu'Urantia, et la mission des Adams planétaires n'a pas toujours été aussi difficile et aussi risquée. Quand les fils matériels réussissent, ils contribuent au développement d'un grand peuple et continuent leur activité comme chefs visibles des affaires planétaires, même longtemps après que leur monde ait été ancré dans la lumière et la vie. Donc c'est très intéressant parce que vous avez remarqué, sur notre planète, la race humaine, elle a tendance à attendre le retour des dieux, à attendre des sauveurs. Eh bien, vous savez, bon là c'est une interprétation personnelle, moi je pressens que ça vient de cette période, l'arrivée, on va dire, de la race adamique sur la planète Terre, et qui normalement est censé avoir un rôle vraiment aussi de gouvernance sur la planète et auprès des races tout au long de l'évolution de cette planète, comme des dieux sur Terre. C'est très très intéressant, parce que c'est resté quand même ancré dans la psyché humaine tout ça. Je vais quand même vous lire le prochain chapitre, parce que ça parle des 6 races évolutionnaires. Et je pense que ça peut donner quelques informations importantes. Je regarde, parce que ces chapitres, il y a quand même pas mal de choses. On va voir jusqu'où je vais vous lire ça. La vidéo va peut-être durer un peu plus longtemps, mais si ça vous intéresse, ben voilà, restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais voir jusqu'où je continue. Alors, les 6 races évolutionnaires, c'est le chapitre 4, page 584. La race qui domine durant les âges primitifs de monde habité est celle des hommes rouges. Ils ont généralement les premiers à atteindre les niveaux humains de développement. Bien que les hommes rouges constituent la race doyenne des planètes, les peuples de couleur qui viennent ensuite commencent à apparaître très tôt dans l'ère d'émergence des mortels. Les races primitives sont quelque peu supérieures aux plus tardives. L'homme rouge se tient très au-dessus de la race indigo, entre parenthèses noire. Les porteurs de vie transmettent dans sa plénitude le don des énergies vivantes à la race initiale ou rouge. Et chaque manifestation évolutionnaire suivante d'un groupe humain distinct représente une variation aux dépens du don originel. Même la taille des mortels tend à décroître depuis l'homme rouge jusqu'à la race indigo, bien que sur Urantia, les lignées inattendues de gigantisme soient apparues parmi le peuple vert et orangé. C'est intéressant, il y a eu des peuples à la peau orange et à la peau verte qui étaient très grandes apparemment. C'est très intéressant. Sur les mondes qui constituent les 6 races évolutionnaires, les peuples supérieurs sont la première, la troisième et la 5e race. La rouge, la jaune et la bleue. Et oui, il y a eu des bleus sur Terre. Hein. La race évolutionnaire alternative, ainsi dans leur aptitude à la croissance intellectuelle et au développement spirituel. Oula. La rouge, les races évolutionnaires intellectuelles et au développement spirituel. La deuxième, la 4e et la 6e étant un peu moins bien dotées. Ces races secondaires sont celles qui manquent sur certains mondes. Elles sont celles qui ont été exterminées sur beaucoup d'autres. Il est malheureux que sur Urantia, vous ayez si largement perdu vos hommes bleus supérieurs, sauf dans la mesure où ils persistent dans votre race blanche, amalgamée. La perte de vos races orangées et vertes n'a pas autant d'importance. L'évolution de 6 ou de 3 races colorées paraît
détériorer la dotation originelle de l'homme rouge, mais elles fournissent certaines variantes très désirables chez les types de mortels et procurent une expression de divers potentiels humains qu'il serait impossible d'obtenir autrement. Ces modifications sont utiles au progrès de l'humanité dans son ensemble, pourvu qu'elles soient ultérieurement rehaussées par l'importation de la race adamique ou race violette sur Urantia. Le plan habituel d'amalgamation ne fut mené à bien que très partiellement, et cet échec dans l'exécution du plan évolutionnaire des races vous empêche de bien comprendre le statut des peuples sur une planète habitée moyenne, par la seule observation sur, sur la vôtre des restes des races primitives. Au début du développement racial, il se dessine une légère tendance au croisement entre membres des races rouges, jaunes et bleues. Les races orangées, vertes et indigo ont une tendance analogue à se mélanger. Les humains les plus arriérés sont habituellement employés comme ouvriers par les races les plus progressives, ce qui explique l'origine de l'esclavage sur les planètes aux époques primitives. Les hommes orangés sont généralement soumis par les rouges et réduits au statut de serviteurs, quelquefois exterminés. En fait, ça montre que des êtres humains de plein de couleurs, il n'y a pas que sur notre planète, il y a sur plein d'autres mondes habités. Et cet ouvrage est intéressant parce qu'il donne aussi une notion de qu'est-ce qui se passe aussi sur les autres mondes et qu'est-ce qui se passe en général. Je continue. Ah oui, je pense aussi à un truc très important, indépendamment de la couleur de peau, parce que je veux pas que cette émission elle vexe des gens. Hein. Comprenez bien qu'un corps c'est un véhicule. Le plus important c'est votre âme à l'intérieur. Comprenez bien. Et vous venez faire l'expérience dans un corps, peu importe la couleur. Donc ça c'est très important de le préciser. Je rappelle que cet ouvrage il est de un siècle en arrière, donc c'est adapté à la conscience d'un être humain d'il y a 100 ans en arrière, et ça a bien bougé depuis ce temps-là. Je continue. Les hommes jaunes fraternisent souvent avec les rouges, mais pas toujours. La race jaune réduit généralement la verte en esclavage, tandis que les hommes bleus soumettent les indigos. Ah, c'est intéressant ça. Ces races d'hommes primitifs n'ont pas plus de scrupules à utiliser les services de leurs compagnons arriérés sous forme de travail forcé que les Urantia n'en auraient à acheter ou à vendre des chevaux ou du bétail. Et ben oui, et souvenez-vous que là on parle des races primitives, c'est-à-dire post-adamiques, c'est-à-dire il n'y a pas eu le rehaussement de la race adamique. Ça on va y venir plus tard. Sur la plupart des mondes normaux, la servitude involontaire ne survit pas à la dispensation du prince planétaire, bien que les déficients mentaux et les délinquants sociaux soient souvent condamnés à des travaux forcés. Mais sur toutes les sphères normales, cette sorte d'esclavage primitif est abolie peu de temps après l'arrivée de la race violette ou adamique importée. Il me semble que la race violette, elle est arrivée il y a 50 000 ans. Donc l'esclavage, tout ça, ça aurait dû terminer il y a 50 000 ans. Il me semble, hein, parce que je ne sais pas s'ils le disent à quel moment ils sont arrivés. 400 000 ans ou 600 000 ans, c'est l'arrivée de Caligasta avec le contingent planétaire. 200 000 ans, c'est la rébellion luciférienne. Et l'arrivée de la race adamique, je sais plus. Bon, c'est marqué plus loin dans l'ouvrage. Ces 6 races évolutionnaires, je continue, ces 6 races évolutionnaires sont destinées à être mélangées et élevées par amalgamation avec progéniture des élévateurs adamiques. Mais avant la fusion de ces peuples, les inférieurs et les inadaptés sont largement éliminés. Le prince planétaire et le fils matériel ainsi que d'autres autorités planétaires qualifient, jugent les aptitudes des lignées reproductrices. La difficulté pour exécuter un programme aussi radical sur Urantia vient de l'absence de juges compétents pour statuer sur l'aptitude ou l'inaptitude biologique des individus des races de votre monde. Malgré cet obstacle, il semble que vous devriez être capable de vous mettre d'accord sur la dissociation biologique d'avec les lignées les plus notoirement inadaptées, défectueuses ou antisociales. 5. On va continuer parce que c'est quand même très intéressant. Amalgamation raciale et fusion du sang adamique. Donc là, c'est le chapitre aussi qui nous intéresse sur comment la race adamique, la race violette donc, va commencer à se mélanger avec les autres races sur une planète normale. La nôtre, elle n'est pas normale, souvenez-vous. Lorsqu'un Adam et une œuf planétaire arrivent sur un monde habité, ils ont été pleinement instruits par leurs supérieurs sur la meilleure manière d'améliorer
les races existantes d'êtres intelligents. Le plan du processus n'est pas uniforme, spécialement sur les mondes en désordre et en insurrection comme Urantia. Habituellement, les hommes violets ne commencent pas à s'amalgamer avec les natifs de la planète avant que leur propre groupe ne dépasse 1 million de membres. Mais entre-temps, l'état-major du prince planétaire proclame que les enfants des dieux sont descendus et qu'en quelque sorte pour se fondre avec les races humaines. Et les gens attendent impatiemment le jour où l'on amorcera que ceux qui ne sont pas qualifiés pour appartenir aux lignées raciales supérieures peuvent se rendre au Jardin d'Éden et y être choisis par les fils et filles d'Adam pour devenir les pères et mères révolutionnaires du nouvel ordre fusionné de l'humanité. Sur les mondes normaux, un Adam et une Ève planétaires ne s'accouplent jamais avec les membres des races évolutionnaires. Ce travail d'amélioration biologique est une fonction des descendants d'Adam, mais ces adamites ne se répandent pas parmi les races. L'état-major du prince amène au Jardin d'Éden les hommes et les femmes supérieures qui veulent bien s'accoupler avec les descendants adamiques. Et, sur la plupart des mondes, on considère comme un honneur suprême d'être choisi comme candidat pour s'accoupler avec les fils et filles du jardin. Pour la première fois, les guerres raciales et autres luttes entre tribus s'apaisent un peu tandis que les diverses races s'efforcent de plus en plus de faire reconnaître leurs qualifications et d'être admis au jardin. Vous ne pouvez vous faire une idée très restreinte de la manière dont cette lutte compétitive en vient à occuper le centre de toutes les activités sur une planète normale. Tout ce plan pour améliorer la race fut ruiné de bonne heure sur Urantia. La race violette est un peuple monogame. Tout homme ou femme évolutionnaire s'unissant avec les fils et filles adamiques s'engage à ne pas prendre d'autres conjoints et à enseigner la monogamie à ses enfants. Les enfants de chacune de ces unions sont étudiés et instruits dans les écoles du prince planétaire. On peut permettre ensuite d'aller vers la race de leurs parents évolutionnaires et de s'y marier parmi les groupes sélectionnés de mortels supérieurs. Lorsque cette lignée des fils matériels s'ajoute aux races évoluantes des mondes, une nouvelle et plus grande ère de progrès évolutionnaire est ouverte. Après l'afflux procréatif, d'aptitudes importées et de caractère super évolutionnaire, il se produit une succession rapide d'essors dans la civilisation et le développement racial. En 100 000 ans, il y a eu plus de progrès qu'en 1 million d'années de lutte antérieure. Sur votre monde, et malgré l'avortement des plans ordonnés, de grands progrès ont été accomplis depuis que le plasma vital d'Adam a été donné à vos peuples. Donc je suppose que ça fait 100 000 ans en fait. Ils sont arrivés il y a 100 000 ans. Les enfants pur sang d'un jardin d'Éden planétaire peuvent bien s'évuser sur les membres supérieurs des races évolutionnaires et rehausser ainsi le niveau biologique de l'humanité, mais le des mortels d'Urantia de s'accoupler avec les races inférieures. Cette façon mal avisée de procéder menacerait toute la civilisation de votre monde. N'ayant pas réussi à obtenir l'harmonisation de la race par une technique adamique, il vous faut maintenant résoudre votre problème planétaire d'amélioration raciale par d'autres méthodes, principalement humaines, d'adaptation et de contrôle. Eh ben dis donc, ça rigole pas. Hein. Alors. Bah écoutez, je vais vous lire la fin des fascicules, il y a 2 chapitres qui restent. Le 6e, c'est le régime édénique, et le 7e, l'administration unifiée. Allez, on y va, c'est parti les amis. On s'accroche, on ne s'endort pas. Allez, le régime édénique. Sur la plupart des mondes habités, les jardins d'Éden subsistent comme de superbes centres culturels et continuent à fonctionner pendant des âges comme modèles sociaux de conduite et de mœurs planétaires. Même aux époques primitives où les hommes violets vivent relativement isolés, leurs écoles reçoivent des candidats qualifiés venant de diverses races de la planète, tandis que les développements industriels du jardin ouvrent de nouvelles voies aux échanges commerciaux. C'est ainsi que les Adam et Ève et leurs progénitures contribuent à l'expansion soudaine de la culture et à la rapide amélioration des races évolutionnaires de leur monde. Et toutes ces relations s'amplifient
et se scelle par l'amalgamation des races évolutionnaires et des fils d'Adam, qui produit le relèvement immédiat du statut biologique, l'activation du potentiel intellectuel et le rehaussement de la réceptivité spirituelle. Sur les mondes normaux... Attendez, je me cale bien là parce que... Sur les mondes normaux, le jardin siège de la race violette devient le second centre de culture mondiale et conjointement avec la ville siège du prince planétaire. Règle l'allure du développement de la civilisation pendant des siècles et les écoles de la ville siège du prince planétaire et celle du jardin Adam et Ève restent contemporains. Elles ne sont généralement pas très éloignées et collaborent harmonieusement. Imaginez ce que cela signifierait pour votre monde si quelque part au Levant il existe un centre mondial de civilisation, une grande université planétaire de culture qui aurait fonctionné sans interruption pendant 37 000 ans. Oh la vache, moi je me serais inscrit, hein. J'aurais été content. Considérez en outre combien l'autorité morale de cet antique centre serait renforcée s'il existait à proximité un quartier général encore plus ancien de ministères célestes, dont les traditions exerceraient la force cumulative de 500 000 ans d'influence évolutionnaire intégrée. Ce sont les habitudes qui finissent par répandre les idéaux d'Éden sur la totalité du monde. Les écoles du prince planétaire s'occupent principalement de philosophie, de religion, de morale et de travaux intellectuels et artistiques supérieurs. Les écoles des jardins d'Adam et Ève sont généralement consacrées aux arts pratiques, à l'éducation intellectuelle de base, à la culture sociale, au développement économique, aux relations commerciales, à l'aptitude physique et au gouvernement civil. Ces deux centres mondiaux finissent par s'amalgamer, mais leur affiliation effective tarde parfois jusqu'à l'époque du premier fils magistral. La continuité d'existence des Adam et Ève planétaires alliés au noyau pur sang de la race violette assure à la culture édénique la stabilité de croissance qui lui permet d'agir sur la civilisation d'un monde avec la force contraignante et la tradition. Chez ces immortels fils et filles matériels, nous rencontrons le dernier chaînon indispensable qui relie Dieu à l'homme, qui jette un pont sur l'abîme presque infini entre le Créateur éternel et les plus humbles personnalités finies du temps. Voici des êtres de haute origine qui sont physiques, matériels et même sexués comme les mortels d'Urantia, qui peuvent voir et comprendre l'invisible prince planétaire et s'en faire les interprètes auprès des créatures mortelles du royaume, car les fils et les filles matériels sont capables de voir tous les êtres spirituels des ordres inférieurs. Ils visualisent le prince planétaire et tout son état-major, visible et invisible. Avec l'écoulement des siècles et par l'amalgamation de sa progéniture avec les races humaines, ces mêmes fils matériels et cette même fille matérielle sont acceptés comme ancêtres communs de l'humanité, parents communs de descendants des races évolutionnaires, désormais fondues. L'intention évolutionnaire est que les mortels quittant un monde habité aient l'expérience de reconnaître 7 pères. Petit 1, le père biologique, le père charnel. 2, le père du royaume, le père planétaire. 3, le père des sphères, souverain systémique. 4, le très haut père, c'est-à-dire le père de la constellation. 5, le père de l'univers, le fils créateur et dirigeant suprême des créations locales. 6, les super pères, les anciens des jours qui gouvernent le super univers. 7. Le Père spirituel ou Père de Havona, le Père universel qui demeure au paradis et effuse de son esprit pour qu'il vive et opère dans le mental des humbles créatures qui habitent l'univers des univers. Eh ben dis donc, il y a le dernier chapitre pour mettre fin à ce fascicule. Je vais l'installer correctement. Oh là, voilà. Accrochez-vous les amis, c'est pas encore fini. Il reste un chapitre, si vous êtes encore là. Hein. Allez, c'est parti. Ça dure pas longtemps, hein, vous en faites pas. 7. Administration unifiée. Les fils avonales du paradis viennent de temps en temps sur les mondes habités pour accomplir des actes judiciaires, mais le premier avonal qui arrive en mission magistrale inaugure la 4e dispensation d'un monde évolutionnaire du temps et de l'espace. Sur quelques planètes où ces fils magistrales est universellement accepté, il reste pour un âge, la planète prospère alors sous le règne conjoint de 3 fils,
le prince planétaire, le fils matériel et le fils magistral, ces deux derniers étant visibles à tous les habitants du royaume. Avant que le premier fils magistral ne termine sa mission sur un monde évolutionnaire normal, l'amalgamation des travaux éducatifs et administratifs du prince planétaire et du fils matériel a été effectuée. Cette amalgamation de la superdivision duel d'une planète amène à l'existence un nouvel ordre efficace d'administration mondiale. Lorsque le fils magistral se retire, l'Adam planétaire assume la direction extérieure de la sphère. Le fils et la fille matérielle agissent ainsi conjointement comme administrateurs planétaires jusqu'à l'ancrage du monde dans l'ère de lumière et de vie, sur quoi le prince planétaire est élevé à la position de souverain planétaire. Durant cet âge d'évolution avancée, Adam et Ève deviennent ce que l'on pourrait appeler premier ministre conjoint du royaume glorifié. Aussitôt que la nouvelle capitale consolidée du monde évoluant est bien installée, et aussi vite que l'on peut former convenablement des administrateurs subordonnés compétents, des sous-capitales sont fondées dans les territoires lointains et parmi les différents peuples. Avant l'arrivée d'un autre fils dispensationnel, on aurait organisé 50 à 100 de ces centres secondaires. Le prince planétaire et son état-major entretiennent encore les domaines spirituels et philosophiques d'activité. Adam et Ève prêtent une attention particulière au statut physique, scientifique et économique du royaume. Les deux groupes consacrent également leurs énergies à promouvoir les arts, les relations sociales et les accomplissements intellectuels. Dès avant l'inauguration de la 5e dispensation des affaires du monde, une magnifique administration d'activités planétaires a été mise au point. L'existence des mortels sur ces sphères, bien dirigée, est vraiment stimulante et profitable. Si les Urantiens pouvaient seulement observer la vie d'une telle planète, ils apprécieraient immédiatement la valeur des choses que leur monde a perdues en embrassant le mal et en participant à la rébellion. Présenté par un fils Ladonadec secondaire du corps de réserve. Et bien voilà les amis, j'espère que ce chapitre vous aura plu. Ça a duré un peu de temps cette vidéo, et voilà, là on a beaucoup plus de recul. Hop là, sur les missions justement des fils et filles planétaires, des Adam et Ève planétaires, et bien justement de qu'est-ce que ça produit dans l'évolution et comment sont administrés les mondes et comment évolue le monde. Moi ça m'apporte beaucoup cet ouvrage, ça me permet d'avoir un grand recul par rapport à notre planète et comment l'univers est organisé. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, je ferai d'autres contenus comme celui-ci. Le livre du Rancien j'aime beaucoup, c'est une mine d'informations, j'aime beaucoup vous lire certains chapitres, je pense que ça peut beaucoup aider notre période actuelle parce qu'il y a un gros manque de repères, dû à la rébellion luciférienne, hein, souvenez-vous. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, vous pouvez partager la vidéo aussi si vous avez des amis qui peuvent être intéressés. Et puis voilà, prenez soin de vous et que la lumière, la vraie lumière, soit avec vous. À très bientôt.